Le sujet traité aujourd'hui est l'univers et les dieux. Dans cette partie, nous tenterons de répondre à la question: comment les Grecs de la période archaïque expliquaient-ils l'origine de l'univers et des dieux? Débutons avec deux notions. Qu'est-ce qu'une cosmogonie et qu'est-ce qu'une théogonie? Une cosmogonie est une explication mythique de l'origine de l'univers ou de l'origine du monde, tandis qu'une théogonie est une explication mythique de l'origine des dieux, de l'apparition des dieux. Voici ce que nous apprend le poète Hésiode dans la théogonie. Observons-le à partir de cette généalogie. Au début, il y a Abîme, c'est-à-dire le néant, qui contient toute chose utile à la création du monde, mais dans un grand désordre. Eros est aussi présent au début de cette création. C'est le principe amoureux, nécessaire pour que la création puisse se réaliser par l'union des êtres. La terre, Gaïa, Gé en grec, est présente dès la création et donne elle-même naissance au ciel, Ouranos. Tous deux donnent naissance aux titans, qui sont au nombre de 11. Hésiode nous apprend qu'Ouranos, ciel, a en haine ses enfants, les titans, et ne cesse de recouvrir la terre et de s'unir à elle, ne laissant pas de place aux titans pour voir le jour. Voyons le récit d'Hésiode dans la théogonie. Avant toute chose, il y a eu abîme, puis terre, au large flanc, fondement sûr à jamais, offert à tous les vivants, et Eros, le plus beau parmi les dieux immortels, celui qui rompt les membres et qui, dans la poitrine de tout Dieu, comme de tout homme, dompte le cœur et le sage vouloir. Terre, elle, d'abord, enfantant un être égal à elle-même, capable de la couvrir tout entière. Ciel étoilé, Ouranos, qui devait offrir aux dieux bienheureux un fondement sûr à jamais. Mais ensuite, des embrassements de ciel, elle enfanta les titans. Océan, Koios, Krios, Hypérion et Japet. Théia, Rhéa, Thémis et Mnémosyné, Phoïbé et l'aimable Thétis. Le plus jeune après eux vint au monde, Cronos, le dieu aux pensées fourbes, le plus redoutable de tous ses enfants. Et Cronos prit en haine son père florissant. Voici représentés de façon schématique les principaux éléments naturels de cette création. On remarque tout de suite la terre comme un disque avec les montagnes et le ciel, le firmament, comme une voûte au-dessus de la terre. La terre imagine alors une ruse avec le plus jeune des titans, Cronos. Elle crée l'acier, en fait une serpe avec laquelle Cronos coupera les testicules de ciel au moment où il viendra pour s'unir à terre. Cronos jette ensuite les débris de la castration de ciel à la mer, d'où naissent des dieux, dont Aphrodite. La théogonie se met en branle à partir de la relation entre Cronos et Rhéa. Cronos s'unit à Rhéa, qui donne naissance à Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon et Zeus. C'est la première génération des Olympiens. Toutefois, Cronos dévore ses enfants à la naissance. Voici ce que l'on peut lire dans le poème d'Hésiode. Mais ses premiers enfants, le grand Cronos les dévorait, dès l'instant où chacun d'eux, du ventre sacré de sa mère, descendait à ses genoux. Son cœur craignait qu'un autre des orgueilleux petits-fils de ciel n'obtienne l'honneur royal parmi les immortels. Cronos donc les mange, craignant qu'un de ceux-ci ne prenne sa place. Rhéa, qui allait mettre au monde Zeus, accouche cachée dans une grotte du mont Ida sur l'île de Crète, et donne à Cronos une pierre emmaillotée pour qu'il la mange. Zeus grandit donc caché en Crète. Plus tard, Cronos vomit tous ses enfants, dont la pierre, et Zeus délivre les titans enchaînés et les cyclopes. Les premières actions de Zeus sont essentiellement guerrières. Enfermement des titans, destruction des géants et anéantissement de Typhon. La titanomachie est le combat des Olympiens contre les titans. Un oracle conseille aux Olympiens d'aller délivrer les géants, les sans-bras et les cyclopes, qui aident les Olympiens. Les cyclopes forgent pour Zeus le tonnerre, la foudre et l'éclair, pour Poséidon le trident et pour Hadès le casque d'invisibilité. Les titans sont enfermés dans le Tartare. La gigantomachie est le combat des Olympiens contre les géants,
Ils représentent un danger pour l'ordre établi, car ils incarnent l'hubris, la démesure. Est coupable d'hubris celui qui tente de dépasser sa condition en contestant l'ordre divin. Les géants ne veulent pas laisser leur place. La légende de la gigantomachie est forte de symboles pour les Grecs, et elle a beaucoup inspiré les artistes de l'Antiquité. La symbolique de la gigantomachie à l'époque classique est celle de la capacité civilisatrice des Grecs, assurer l'ordre de l'univers. On en retrouve de nombreuses représentations dans l'art, à Delphes, à Pergame et à Aphrodisias, par exemple. La Terre suggère aux Olympiens d'élire Zeus comme chef. Mais la menace pourrait venir de la descendance de Zeus, or il prend pour première femme Métis, la sagesse, la ruse incarnée. Zeus l'avale, enceinte d'Athéna. Et Zeus met seul au monde Athéna, qui sort de son crâne. Nous avons là une conception anthropomorphique très claire. Zeus est né, il a une enfance, dans un lieu géographique précis, la Crète, le mont Ida. Il y nourrit. Une ruse permet la survie de Zeus et son accession au pouvoir. De là, le pouvoir de Zeus est établi. Ainsi est justifiée la légitimité du pouvoir de Zeus. Zeus devient la ruse incarnée, le dieu de la stratégie et de l'intelligence. À partir du moment où Zeus est souverain, le monde est fini, et il est garant de la stabilité et de l'ordre du monde.